vais donner la parole en premier à Claire Quidet, qui est présidente du Mouvement d'Uni et qui va faire l'introduction de cette conférence. Après, je vous redirai les petites consignes. Voilà. Claire, c'est à toi. Merci Sandrine. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue donc dans ce webinaire. Alors c'est vrai on ne vous voit pas, mais on sait que vous êtes là puisqu'on voit qui sont les participantes et les participants et que vous êtes déjà un nombre important et que je pense qu'il y en a beaucoup d'autres qui vont arriver. Donc merci vraiment d'être là. Et nous sommes très heureuses au Mouvement d'Uni d'accueillir ce soir Catherine Lemarguerès qui a bien voulu accepter notre invitation à venir partager avec nous et échanger autour de son livre, donc Les pièges du consentement. Merci beaucoup Catherine. On voit que c'est un sujet qui intéresse, si on en juge au nombre de personnes qui ont manifesté leur souhait de participer à ce webinaire. Alors effectivement, c'est vrai que c'est une question, on le sait, qui est dans l'actualité avec une proposition de loi dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et puis, en tant qu'association engagée dans la lutte pour les droits des femmes et contre les violences envers les femmes, on peut que noter que vraiment pendant très très longtemps, cette notion de consentement prenait une valeur bien différente pour les femmes et pour les hommes. Et que, voilà, qu'est-ce que ça veut dire de consentir quand on est finalement sous une forme de domination ou une autre, que parfois on se disait que cette idée de consentement pour les femmes pouvait ressembler, si je peux parler un peu trivialement, un peu à une arnaque. Donc voilà, et puis pour nous, au Mouvement d'Uni, plus spécifiquement, c'est vraiment une question qui nous occupe, qui nous traverse depuis très très longtemps. En effet, le consentement apparent d'une personne prostituée qui accepte l'argent et donc d'avoir un acte sexuel avec un client prostitueur masque tout ce qu'il peut y avoir de tout un univers de contraintes, de violences, d'emprise, des choses qui sont souvent difficiles à appréhender et à faire voir. Et est-ce qu'on peut réellement parler de consentement dans de telles conditions ? En tout cas, nous savons que cette apparence de consentement ne doit pas nous abuser et qu'il faut aller gratter et y voir beaucoup plus loin. Et donc, pour toutes ces raisons, nous sommes vraiment particulièrement intéressés par tout ce que vous allez nous dire ce soir. Et donc, je ne vais pas garder la parole plus longtemps pour que vous ayez tout le temps qu'il faut pour vous exprimer. Et je repasse la parole à Sandrine. Merci beaucoup Claire. Bonsoir Catherine Lemarguerès. Bonsoir à toutes. Voilà, donc et bienvenue. Bon, je vais redire encore une fois, donc voilà, vous n'avez pas ce soir, on ne voit pas toutes les participantes et les participants, on voit que les conférencières, les panélistes, mais il y a essentiellement donc Catherine qui va parler ce soir. En revanche, la soirée va se passer un peu en 4 parties. On a envie que vous ayez la possibilité de poser des questions. Donc, il y a un espace en bas de votre fenêtre Zoom qui s'appelle Q&R, questions-réponses, où vous pouvez poser vos questions. Et à la fin de chaque partie, qui à chaque fois reprendra un thème du livre de Catherine, vous pourrez poser des questions, et ce qui permettra d'animer un petit peu les choses. Voilà. Catherine, tu es docteur en droit et tu as été la première présidente de l'AVFT, l'association contre les violences faites aux femmes au travail européenne, association européenne. Et donc tu viens de publier aux éditions X Les pièges du consentement, que vous pouvez voir à droite de Catherine sur l'image. Donc un livre dont on a parlé dans notre revue Prostitution et Société, qui nous semble très important, même indispensable, comme Claire expliquait déjà pourquoi. Donc moi, je voudrais d'abord, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, te demander comment tu as eu l'idée de faire ce livre, qui évidemment fait écho beaucoup à l'actualité, et pourquoi tu as choisi ce titre-là. Alors, bonsoir donc à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Petite correction, j'étais la seconde présidente, c'est-à-dire qu'il y a eu d'abord eu Marie-Victoire Louis, qui était une des 3 fondatrices de l'AVFT, qui m'a passé le relais. Et donc, j'étais la seconde présidente de cette association qui est à l'origine des lois sur le harcèlement sexuel en France. Alors, comment j'ai eu l'idée de d'écrire ce livre ? Je dirais que c'est un projet qui vient de loin, enfin, et qui plonge ses racines justement à la VFT. C'est-à-dire que c'est en entendant les personnes victimes, et un certain nombre de leurs témoignages sont dans le livre,
que je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas en droit, il y a quelque chose qui ne va pas en droit. Très clairement, le droit ne fonctionne pas pour les personnes victimes de violences sexuelles quand on n'est pas sur des violences sexuelles caricaturales de type extrêmement violente, extrêmement contrainte. Voilà. Et donc, ma réflexion sur une critique féministe du droit, en fait, de la conceptualisation des violences sexuelles du droit, est née très clairement à la VFT. Ça a pu s'y enrichir de tout ce que je voyais dans les tribunaux, dans mes échanges avec les magistrats, avec les avocats, enfin, bon, de toute la pratique professionnelle au sein de la VFT. Et d'ailleurs, j'avais écrit un premier article en 2012 qui était paru aux archives de politique criminelle, qui est en libre accès maintenant sur le net, autour de cette question du consentement en le comparant notamment à la façon dont le droit canadien l'appréhendait. Et puis bon, évidemment, quand on écrit des articles, il y a toujours un nombre de signes limité. Et donc, j'étais un peu frustrée parce que je sentais bien que je n'allais pas assez loin dans les réflexions. Et puis ensuite, je me suis lancée dans une thèse dont le titre est « Les femmes victimes de violences masculines confrontées au droit pénal de fond », donc qui abordait plus largement toutes les critiques que je pouvais porter à la façon dont le droit pénal appréhendait. Donc le droit pénal de fond, c'est le code pénal en gros. C'est comment est-ce que les infractions sont définies par le code pénal. Infractions, en l'occurrence, moi j'ai travaillé sur le viol, l'agression sexuelle, le harcèlement sexuel, un peu l'exhibition sexuelle. Et puis, alors, si j'en arrive plus précisément à ce livre-là, il est né de ma lecture de Vanessa Springora. Donc, son livre s'appelait « Le consentement » et du fait que j'avais regardé sa présentation, son échange à la Grande Librairie un soir, donc, et que j'avais été surprise par la façon dont l'animateur ne cherchait pas à creuser la stratégie de l'agresseur par rapport à Vanessa Springora. C'est-à-dire qu'on s'attardait beaucoup sur le comportement de Vanessa Springora au moment des agressions. Je rappelle qu'elle avait entre 13 et 14 ans et que lui en avait une cinquantaine, et que donc s'il y en avait un qui savait ce qu'il faisait, c'était lui et non pas elle, et donc il eût été probablement plus intéressant de réfléchir à la manipulation, à la contrainte, à l'emprise qu'il a su mettre en place comme une toile d'araignée pour manipuler l'enfant, jeune adolescente qu'était Vanessa Springora à ce moment-là. Et puis, le lendemain de ce débat, j'étais dans les locaux de la maison d'édition X et j'en discutais avec Auristelle Bonis, qui est donc la fondatrice de cette maison d'édition, et j'étais assez remontée. Et donc, elle m'a dit « Mais pourquoi tu n'écris pas là-dessus ?» Donc voilà, l'idée du livre est née comme ça. Et le titre « Les pièges du consentement », j'en explique un peu dans le chapitre 3 qui porte le nom précisément des pièges du consentement. Comme le disait Claire Quidet dans ses propos introductifs, quand on parle du consentement des femmes, il faut bien le dire, c'est souvent une arnaque. Et c'est souvent le cas, effectivement, parce que le consentement des femmes, historiquement, n'a pas compté. En fait, il était acquis, il était présumé, et donc, concrètement, ce n'était pas le sujet. Le sujet, c'était comment est-ce qu'elles avaient résisté, éventuellement, mais ça, on y reviendra probablement, de façon à ce que l'agresseur ait véritablement compris que vraiment, elle n'était pas d'accord. Et dans la succession des vraiment, on voit que la justice exige beaucoup des femmes, justement en raison de cette présomption de consentement qui préexiste dans nos relations humaines. Et par ailleurs, je me rendais compte aussi, et ça rejoint la préoccupation évidemment de la question de la prostitution, mais aussi de la GPA, mais aussi de toutes les formes d'exploitation, quand le consentement est invoqué pour justifier une exploitation ou une domination. Et c'est pour ça que j'y voyais bien un piège, puisque dans ces cas-là, le consentement des femmes, comme par hasard, est pris en compte très sérieusement et est mis en avant et est valorisé. Ça veut dire qu'en fait, le consentement des femmes, quand il consiste à consentir à son exploitation ou un asservissement, est reconnu. Par contre, le consentement des femmes, ou plutôt l'affirmation d'un non-consentement, n'est pas entendu quand il s'agit de préserver sa liberté. Voilà, donc justement, ce non-consentement ou ce non, alors aujourd'hui, tout le monde dit, quand une femme dit non, c'est non, même si c'est pas tout à fait oui, c'est non, etc. On entend beaucoup parler, on a l'impression que c'est évident. Et donc, on ne comprend pas que les agresseurs n'écoutent pas ce non. Mais en fait, le droit leur donne raison. C'est ce que tu montres dans tes premiers chapitres de ton livre.
à la fois avec ton expérience à la VFT, tu le disais, où les femmes disent toujours non. Tu l'expliques, dans l'immense majorité des cas, les femmes ont dit non, c'est simplement que l'agresseur n'a pas voulu l'écouter, n'a pas voulu l'entendre, et la justice non plus. Et donc ça, c'est quelque chose qui est effectivement assez sidérant, même encore quand on est très impliqué dans cette idée, que le fait qu'il y ait non-consentement n'est valide que dans un certain nombre de cas précis, et pour lesquels il faut vraiment pouvoir les prouver abondamment. Donc, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ça? Pourquoi le non en droit ne veut rien dire? Alors, je vais peut-être d'abord repartir sur le non des femmes, parce que ça reste quand même une idée reçue que les femmes ne disent pas non. C'est-à-dire, on entend souvent, mais elle avait qu'à. Pourquoi elle n'est pas partie? Pourquoi elle lui a pas mis une claque? Pourquoi? Enfin, ce sont des idées reçues qui viennent de très loin, hein, qui sont dénoncées depuis au moins les années 70. Donc, on les connaît bien, on connaît bien le mensonge qu'elles représentent, puisqu'effectivement, quand on regarde la réalité des dossiers, alors moi, avec le biais du fait que ce sont des victimes de violences sur le lieu de travail, mais quand on écoute les écoutantes du collectif Féministes contre le viol, on a à peu près les mêmes récits. Donc les femmes disent non explicitement en disant non, je veux pas. Et alors soit elles s'inventent des excuses, j'ai un mari, j'ai un petit copain, même si c'est pas vrai, j'ai pas envie. Enfin bref, elles disent non de mille et une façons. Elles le disent verbalement, parfois physiquement, en réagissant physiquement, ce qui peut d'ailleurs générer un surcroît de violence de la part de l'agresseur, qui ne va pas comprendre et qui ne va pas accepter ce refus. Soit elles disent non d'une façon, alors encore moins compréhensible pour les agresseurs, puisque c'est le cas de ce qu'une victime disait, j'ai fait l'étoile, c'est-à-dire j'étais sidérée, j'étais en incapacité de dire quoi que ce soit, mais je n'ai certainement pas dit oui, et ils voyaient bien que je n'étais pas d'accord, puisque je pleurais, puisque j'étais amorphe, puisque tout ça. Donc pour moi, c'est aussi, enfin pour moi, pas que pour moi bien sûr, c'est une façon d'exprimer son refus qui n'est alors là certainement pas prise en compte par les agresseurs, puisqu'au contraire, ils y voient la bonne occasion de pouvoir parvenir à leur fin sans avoir rencontré la moindre opposition, ce qui est encore plus facile pour eux. Et tu disais, effectivement, les agresseurs, en fait, se désintéressent absolument de la question même du consentement, mais c'est ce qui en fait des agresseurs. C'est-à-dire que précisément, c'est parce qu'on n'est pas dans une relation à l'autre, dans une recherche de réciprocité, mais bien dans une agression, que les agresseurs se désintéressent absolument de la question même du consentement, qu'elles soient d'accord, pas d'accord, qu'elles disent oui, non ou rien, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'ils ont décidé qu'ils imposeraient une pénétration ou des attouchements ou un harcèlement à l'autre et qu'ils ont le pouvoir de le faire. Et donc, ils le font. Et effectivement, et là, je rejoins ta deuxième question, ton deuxième point, le droit ne dit pas autre chose, puisque en fait, que dit le droit? Si je prends la définition du viol, par exemple, c'est tout acte de pénétration sexuelle commise sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur, avec violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol. Nulle part est invoqué, n'est précisé la question du consentement. Alors certes, il y a le mot commis sur la personne d'autrui, on se dit, ou imposé sur la personne d'autrui, on se dit, bon, c'est que l'autre n'est pas d'accord. Mais finalement, le code pénal ne demande pas, le droit pénal ne demande pas à celui qui initie des contacts sexuels de s'assurer du consentement de l'autre. Ce qu'il lui dit, c'est attention, tu ne dois pas utiliser de violence, contrainte, menace ou surprise. Qu'est-ce que ça veut dire au revers, de façon un peu cachée? Ça veut dire qu'a priori, nous sommes tous et toutes d'accord pour avoir des relations sexuelles avec un autre, quelles que soient les circonstances. C'est ce que j'appelle donc une présomption de consentement. C'est qu'a priori, quand il y a un acte sexuel, on suppose que l'autre était d'accord. Et que cette présomption, elle est renversée quand on arrive à prouver qu'il y a eu violence, contrainte, menace ou surprise. La jurisprudence dit l'absence de consentement résulte de la violence, contrainte, menace, surprise. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? L'absence de consentement résulte en fait du comportement de l'agresseur. Et finalement, c'est parce qu'il a recours à un de ces 4 modes opératoires de violence, contrainte, menace, surprise qu'on arrive à prouver l'absence de consentement.
Donc, c'est une forme de, c'est philosophiquement très dérangeant de se dire que notre absence de consentement, l'absence de consentement des victimes, résulte du comportement de l'agresseur. Et donc, ça veut dire, à contrario, que si on n'arrive pas à prouver, ou si ce qu'on prouve n'est pas apprécié comme une violence, contrainte, menace, surprise, eh ben, il n'y a pas viol. Même si mon non-consentement est prouvé. On a des procès-verbaux où l'agresseur reconnaît que la victime a dit non. Oui, elle a dit non, mais je n'ai pas cru que c'était sérieux. Et comme par ailleurs, il n'a pas véritablement, ou ça n'a pas été analysé comme tel par les magistrats et magistrates, il n'a pas véritablement usé de violence, contrainte, menace, surprise, il y aura relax ou acquittement. Plutôt relax d'ailleurs. Donc, Et alors, ce qui est encore plus impressionnant, c'est que ce qui fait qu'on peut, que l'agresseur va devoir utiliser ces comportements, qui font que ça pourrait être reconnu comme viol, il n'a pas besoin de le faire, en particulier dans le cas d'une certaine catégorie de victimes, que sont les personnes les plus vulnérables. Et c'est ce que tu dis, et ce qui est assez incroyable, tu dis les personnes les plus fragiles, les plus susceptibles de céder, sont dès lors les moins protégées, car contre elles, l'agresseur n'a pas besoin d'utiliser de violence, contrainte, menace ou surprise. Il lui suffit d'exploiter leur vulnérabilité. Alors, on le connaît particulièrement bien dans la prostitution, où même il peut prétendre qu'il y a consentement parce qu'il y a de l'argent, mais c'est quand même aussi dérant. Dire plus la victime est vulnérable, moins elle peut être reconnue comme victime d'un viol. absolument. Mais oui, puisqu'on sera dans la difficulté de prouver qu'il y a eu violence, contrainte, menace, surprise. Et la situation des personnes prostituées est effectivement particulièrement topique là-dessus. C'est-à-dire que non, elle ne désire pas cette relation. Elle y est contrainte, comme le disait Claire Guidet en introduction, par un contexte qui est propre à chacune d'ailleurs, de passé de violence, de contraintes économiques, de contraintes liées à la consommation de drogue, enfin de plein de facteurs qui font qu'on ne peut pas parler de choix en termes dans l'entrée dans la prostitution. Et pourtant, ce sont bien ces personnes-là qui, contre lesquelles le client, effectivement, n'a pas besoin d'utiliser de violence, contrainte, menace, surprise. C'est vrai aussi pour les personnes en situation de handicap, notamment mental, par exemple, où effectivement, la personne sera pas véritablement, pas forcément en état ni de dire oui ni de dire non, se laissera faire. Et derrière, ce sera son changement de comportement qui indiquera aux éducateurs qui l'accompagnent qu'il s'est passé quelque chose, parce qu'elle va pas bien, parce que donc voilà, et qu'éventuellement interrogée, elle pourra dire bah un tel m'a fait ça. Mais dans le un tel m'a fait ça, on passera pas nécessairement à la caractérisation d'une contrainte évidente parce qu'elle n'était pas elle était vulnérable et elle n'était pas libre de pouvoir dire non ou de pouvoir dire oui. Il y a eu comme ça un acquittement d'un agresseur qui avait violé sa voisine, sa jeune voisine, puisqu'elle avait l'âge de sa fille, qui était handicapée mentale, dans le parking de leur immeuble. Et il a été acquitté au motif que il a vraiment cru qu'en fait, comme elle était handicapée mentale, elle n'intéresserait personne et donc qu'il lui rendait service. Alors évidemment, lui, il ne disait pas en la violant, mais en ayant une relation sexuelle avec elle. Donc là, alors elle le connaissait, c'était son voisin depuis qu'elle était toute petite, elle lui faisait confiance. Elle, évidemment, ne pouvait pas imaginer ce qui lui serait imposé, elle n'a pas dit non. Lui n'a pas utilisé ni de violence, ni de contrainte, ni de menace de surprise. Ça aurait pu être analysé comme ça, parce qu'on aurait pu dire que comme elle ne savait pas ce qui allait se passer, il y avait nécessairement contrainte ou surprise, mais ça n'a pas été analysé comme ça. Il a été acquitté sur l'élément d'intentionnalité. Il n'a pas voulu la violer, il a voulu lui rendre service. Voilà, un exemple qui, moi, me fait frémir à chaque fois parce que je trouve que la question de la protection des personnes en situation de handicap, particulièrement de handicap moral et mental, est absolument ignorée des parlementaires et elle ne devrait pas l'être. Et Parce que alors, la stratégie de l'agresseur, on le sait, l'agresseur cherche les victimes sur lesquelles il va pouvoir le plus facilement exercer son pouvoir sans résistance. Et justement, là, ce qui montre à quel point cette stratégie est élaborée, c'est que ça assure aussi son impunité en même temps, de fait.
Oui, ça, les associations qui accompagnent les femmes victimes de violences ont depuis très longtemps repéré que l'agresseur avait intérêt à assurer son impunité. Le collectif féministe contre le viol a depuis longtemps, et c'est sur leur site, diffusé une feuille qui s'appelle la stratégie de l'agresseur, qui est la base maintenant des formations sur les violences sexistes ou sexuelles à l'encontre des femmes, stratégie de l'agresseur, qui consiste donc à assurer son impunité. Et quand même, un des meilleurs moyens, c'est de s'attaquer à des personnes dont il sait qu'elles ne pourront rien dire. Alors, soit parce que, par exemple, elles sont en situation de handicap mental, mais soit parce qu'elles sont sans papier, par exemple, et que donc elles peuvent pas, elles n'oseront pas aller déposer plainte parce qu'elles auront peur d'être identifiées comme sans papier et donc d'être poursuivies comme telles, même si normalement le droit les protège de ça. Ou des femmes dans des situations de contraintes économiques telles qu'elles ne peuvent pas risquer de perdre leur emploi en dénonçant, ce qui est le cas dans l'immense majorité des cas. Quand les femmes dénoncent des violences sexuelles sur leur lieu du travail, c'est elles qui sont contraintes à la démission ou licenciées purement et simplement. Donc c'est un calcul coût-avantage qui est fait par les femmes, où elles se disent je ne peux pas me permettre de perdre mon travail, donc je vais garder le silence. Au moins pendant un certain temps, on avait calculé à la VFT que les femmes mettaient en moyenne 3 ans à dénoncer les violences sexuelles qu'elles subissaient. Ça veut dire que pendant 3 ans, elles serraient les dents, elles subissaient, et puis au bout d'un moment, soit parce qu'il y avait une aggravation des violences, soit parce qu'elles trouvaient d'autres victimes, elles pouvaient dénoncer. Mais donc, dans la stratégie de l'agresseur, il y a effectivement une très juste évaluation de la vulnérabilité de la victime qui va lui permettre de garantir son impunité. C'est le cas aussi, par exemple, des femmes qui ont déjà été victimes de violences dans l'enfance. Donc, soit ils le savent, parce qu'ils ont à un moment ou un autre eu cette conversation et qu'elles ont révélé qu'elles avaient déjà été victimes. Et donc là, c'est banco, parce qu'ils peuvent à peu près, la plupart du temps, tabler sur un effet de sidération d'une agression qui les replonge dans l'agression initiale qu'elles ont subie quand elles étaient petites filles ou adolescentes, et qu'elles n'ont pas été crues quand elles ont essayé de dénoncer. Enfin, il y a toute cette mémoire traumatique-là qui est en place, et sur lesquelles ils vont pouvoir s'appuyer allègrement. Soit, comme je le disais, parce qu'il y a d'autres situations de contraintes qui sont très efficaces pour silencier les femmes. Voilà, donc ça c'est sur la première partie un petit peu du livre, hein, sur la non-existence de la définition du consentement. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions sur le sujet ou si on passe direct au piège du consentement. Voilà, comme j'ai dit, vous pouvez écrire vos questions dans l'onglet questions-réponses. Si vous ne voulez pas les faire tout de suite, on pourra les prendre tout à l'heure, il n'y a pas de problème. On n'a pas de questions pour l'instant, plutôt des commentaires. D'accord, très bien. Voilà, donc cette notion de consentement, donc, elle est assez inopérante en droit, on le voit, comme vous disiez, c'est un peu une arnaque. Et en plus, on l'a dit en introduction aussi, elle est pleine de pièges. Alors, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ces pièges. Tu les analyses à travers la question des théoriciennes féministes et de dire ce qu'elles en disent et en quoi le consentement peut aussi être une limite et quelque chose qui en fait limite la liberté et le désir des femmes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des 3 personnes que tu cites le plus pour expliquer un peu quelle est la notion de consentement et de voir si face à cela, il y aurait un moyen d'écrire le droit pour le définir d'une façon qui pourrait être satisfaisante, ce que certaines d'entre elles disent qui n'est pas possible. Alors, c'est le chapitre qui m'a donné le plus de fil à retordre, parce qu'on est au croisement du droit et de la philosophie politique. Et la philosophie politique, ce n'est pas ma culture de travail, ni intellectuelle, très peu. Et donc, je me suis lancée en espérant ne pas faire de contresens, mais une philosophe m'a dit que je n'en avais pas fait, donc ça m'a rassurée.
avec 3 autrices qui ont été très importantes pour moi. Dans l'ordre, il y avait Carole Patman que j'avais lu il y a très longtemps, et notamment dont le chapitre 7 sur la prostitution m'avait ouvert plein d'horizons intellectuels. Donc le livre, c'est Le contrat sexuel, qui a été traduit aux éditions de la Découverte il y a, je dirais, 5-6 ans. Et donc, je recommande la lecture de ce chapitre à tous et toutes. Et qui avait écrit un autre article. Alors là, c'était un livre que je mentionne, mais je me suis aussi appuyée sur un article qui s'appelle Sexual Consent, qui, à ma connaissance, n'a pas été traduit en français et qui date de mémoire 1980, où elle pose justement de cette question de que vaut le consentement en philosophie politique, le consentement des femmes en philosophie politique. Et elle repart de la question du contrat social pour montrer comment ceux qui avaient pensé le contrat social, donc elle s'appuie beaucoup sur Hobbes et Locke, en fait, c'était absolument désintéressés de la question du consentement des femmes, qu'ils avaient, je crois que c'est Locke qui disait que de toute façon, c'était un consentement tacite. Je trouve ça très intéressant par rapport au sujet qui nous occupe de parler de consentement tacite, qui ne dit mot consent. Ça, on le retrouve aussi très souvent dans les procédures pour violences sexuelles. Et elle montrait qu'en fait, comme les femmes n'étaient pas considérées comme des citoyens, je vais garder le masculin, puisque dès qu'elles étaient mariées, elles perdaient tous leurs droits, elles devenaient la propriété de leur mari, et que donc on ne pouvait pas les considérer comme des citoyens normaux, libres, capables de s'autodéfinir, et que donc mais que comme quand même elles n'étaient pas non plus des animaux, on pouvait difficilement les ignorer complètement, donc on avait décidé que c'était un consentement tacite, qu'on considérait que par défaut, elles étaient consentantes. Elles étaient donc présumées consentantes. Exactement comme elles le sont en matière de consentement sexuel. Donc les travaux de Carole Patman m'ont dit, tiens, comme par hasard, on retrouve en philosophie politique la même analyse qu'on peut faire en droit sur cette présomption de consentement. Ensuite, il y a eu les travaux de Nicole Claude-Mathieu, qui est évidemment très chère et qui nous a ouvert des portes de réflexion incroyables aussi dans le milieu féministe, et notamment cet article « Quand céder n'est pas consentir », qui a été extrêmement important et qui avait servi d'outil de travail à un groupe de travail que j'avais ouvert à la VFT avec des personnes victimes de violences sexuelles sur la notion de contrainte. Cette notion de contrainte qui est un des 4 éléments qu'on doit prouver, violence, contrainte, menace, surprise, on essayait de comprendre en droit et en fait qu'est-ce qu'on entendait par la notion de contrainte. Et avec cet article, on avait découvert que la contrainte, elle n'était pas du tout celle que reconnaissait le droit, mais qu'elle pouvait se situer dès la plus tendre enfance, en fait, par notre socialisation, par la construction, par l'intégration de la domination masculine par les femmes et par les hommes d'ailleurs aussi. Et elle montrait que quand on était dans un contexte de domination absolue, beaucoup de femmes n'avaient pas d'autre choix que de céder pour sauver leur peau, et que céder n'était pas consentir, et que donc il ne fallait pas confondre les deux. Ce qui me paraît évidemment une approche très précieuse pour analyser la prostitution, mais aussi pour analyser un certain nombre de situations de violence sexuelle où les femmes, ce que je disais tout à l'heure, ne sont pas en mesure de s'opposer de façon frontale, parce qu'il y aurait trop de risques pour elles à le faire. En revanche, elles ne sont certainement pas consentantes, et que donc si on analyse le consentement en prenant en compte le contexte, on se rend compte que ce n'est pas un consentement, c'est une capitulation devant une domination, ce qui est loin d'être un consentement évidemment. Et puis la troisième autrice qui m'a été fort utile, c'est une contemporaine, c'est la professeure de droit Muriel Fabre-Magnan, qui, dans son livre L'institution de la liberté, d'ailleurs, le mouvement du Nid, je crois que c'est toi Sandrine qui l'avais interviewée, donc il y a un article sur son livre qui est très bien fait, donc je vous conseille aussi la lecture. On pourra peut-être le mettre en lien dans les questions et réponses. Analyser justement à travers l'institution de la liberté une forme de piège du consentement. Je ne crois pas qu'elle utilise ce terme, mais c'est quand même de ça dont il s'agit, quand elle décrypte comment l'invocation de la liberté
est invoquée pour justifier là aussi un asservissement. Et elle prend l'exemple de la prostitution, de la gestation pour autrui, mais aussi du droit du travail ou de ce consentement qu'on donne à l'exploitation ou non de nos informations dans l'exploitation de nos données par Google ou par toutes ces grandes entreprises qui siphonnent toutes les données personnelles qui sont sur nos ordinateurs. Est-ce qu'on consent à ça ou pas? Et elle parle d'un renversement de la liberté quand, par exemple, elle dit qu'on évoque le libre choix de louer son utérus. Elle prend évidemment l'exemple des femmes indiennes qui, en fait, sont dans une telle précarité économique vitale que le fait de pouvoir payer, résorber une dette et de payer un an de vie en ayant recours à une GPA les contraint à accepter ces GPA qui sont évidemment là aussi cédées, ce n'est pas consentir. Et donc, elle dénonce ce renversement de la liberté par le consentement en disant mais la liberté, ce n'est pas la liberté de s'asservir, c'est la liberté est là pour préserver ses droits justement. C'est pour ça qu'elle parle de renversement de la liberté qui me paraît très juste. Et elle dit par exemple que si on inventait le code du travail, c'est précisément pour préserver les salariés de l'exploitation des employeurs, quand bien même des salariés seraient d'accord à leur exploitation. Ce n'est pas la question. La question, c'est que socialement, on ne veut pas que les gens soient exploités, donc on pose des règles minimales qui sont le code du travail, et que quand bien même il y aurait l'accord du salarié, cet accord serait sans effet, puisque il y a des normes supérieures qui sont le code du travail qui préservent les droits et l'intégrité de tout à chacun contre l'exploitation de la personne. Et je pense qu'en termes de prostitution, c'est bien ces normes-là qu'on devrait obtenir aussi, et pour la GPA aussi évidemment. Pour l'instant, la France résiste, mais on ne sait pas combien de temps par rapport à une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui n'est pas très favorable à cette vision de la liberté comme protectrice indépendamment de ce qu'en dit la personne opprimée en fait, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Il s'agit de ne pas permettre à la personne opprimée d'invoquer sa liberté à être opprimée. C'est là un renversement de la liberté qui est insoutenable. Et qui d'ailleurs va à l'encontre de la Déclaration internationale des droits de l'homme, puisqu'il y a un article de cette déclaration de 1948 qui dit « Les droits de l'homme ne peuvent pas être invoqués pour justifier leur violation ». Donc voilà, on a une règle très claire qui interdit ce renversement. Et d'ailleurs, enfin, ça a aussi été invoqué dans la confirmation de la légalité de la loi sur la prostitution par le Conseil constitutionnel. Mais alors justement, je pense que ça serait intéressant moi j'avais une question pour tout le monde, de donner aussi des billes à tout le monde pour pouvoir argumenter. J'ai vu encore sur Twitter ce matin un tweet d'une autrice australienne qui a beaucoup de followers, comme on dit, d'abonnés, et qui disait « Sex work is work », le travail du sexe est un travail, et sa caractéristique d'autrice, c'est qu'elle va sortir un livre qui s'appelle « Welcome Consent », bienvenue au consentement, le consentement qui est vraiment ce que tout le monde aujourd'hui décrit comme la panacée de ce qu'il peut y avoir comme relation. Et malgré tout ce qu'on sait, malgré tout ce que tu viens de dire, ça reste souvent difficile de répondre à ça, en fait, pour la plupart des gens. Donc, comment est-ce que toi, tu l'as déjà pas mal fait, mais c'est quand même terrible que ça ait tellement la vie dure et que finalement, alors qu'on devrait être, si on est dans une époque de MeToo féministe, on devrait être dans un reversement de cette notion-là, et qu'en fait, on dirait que c'est de plus en plus invoqué, en fait. La résistance s'organise, ou c'est toujours organisé, toujours a peut-être plus de force que nous n'en avons en tant que féministes abolitionnistes. Sur le Sex Work is Work, je la renverrai à la lecture du chapitre 7 de Carole Patman, qui s'intitule Qu'est-ce qui ne va pas, What's wrong with prostitution en anglais, ou qu'est-ce qui ne va pas avec la prostitution.
ou qu'est-ce qui est moralement problématique avec la prostitution, immoralement au sens philosophique et non pas au sens des mœurs, où elle explique que pourquoi on ne peut pas dire que la prostitution est un travail, parce qu'elle explique très bien que quand c'est un travail, l'employeur a intérêt à ce que produit la personne qui travaille, c'est-à-dire ce qui va être extériorisé de la personne qui travaille. L'ouvrier, il va produire une pièce, il va produire une voiture, il va produire tout ça. C'est pas le cas du tout dans la prostitution. Et dans la prostitution, c'est pas ce que produit la femme, c'est la femme elle-même qui est objet d'exploitation. Et en ça exclut la définition du travail, puisque justement le travail, c'est la prestation donnée qui conduit à la production de quelque chose qui est produit par l'ouvrier ou l'ouvrière, pour rester sur une vision, c'est 19e du travail, mais ça peut être aussi une production intellectuelle, bien sûr. Dans tous les cas, il y a toujours quelque chose d'extérieur au salarié ou à la salariée qui émane d'elle. Ce qui n'est pas le cas dans la prostitution, où il n'y a rien d'extérieur du tout, c'est la personne dite travailleuse qui est elle-même exploitée, et donc on ne peut pas parler de travail dans cette situation-là. Ça, c'est pour le premier point, sex work is work. Et puis ensuite, sur welcome consent, ça rejoint, mais je vais peut-être le reformuler différemment pour le repréciser. En fait, on peut opposer le consentement contractuel et le consentement liberté. Consentement contractuel, c'est précisément celui qui est dénoncé par les 3 autrices dont j'ai parlé, qui est, peu importe le contexte d'oppression ou de domination, dans lequel le consentement est donné, à partir du moment où il est donné, on va considérer qu'il engage, qui est donc un consentement contractuel. Alors, on a vu que ce consentement contractuel, comme il aboutissait quand même à beaucoup de dérives, je pense notamment à l'exploitation des ouvriers justement au XIXe siècle, le législateur a progressivement limité cette invocation du consentement contractuel par la théorie des vices du consentement. Quand un consentement est obtenu par la violence, il n'est pas valable, ou par le droit du travail qui vient interdire le consentement à l'exploitation. Néanmoins, il reste que, par exemple pour la GPA, on va invoquer le contrat signé par la femme opprimée pour valider, pour considérer que ce contrat est valable et que son consentement a été donné valablement. Donc c'est ce que j'appelle le consentement contractuel, et auquel j'oppose le consentement liberté, qui est un consentement qui est défini par le droit d'une façon telle que seul un consentement libre, éclairé, continu, donné à une personne en particulier, et on reviendra sur tous ces termes par rapport aux propositions de changement du droit, est valable. Ce qui est, évidemment, on est très loin du consentement contractuel. Et c'est aussi pour ça que j'ai appelé ça les pièges du consentement, c'est que très souvent, on nous enferme dans le consentement contractuel. C'est exactement l'exemple que tu donnes avec le tweet de l'autrice australienne, alors que les progrès de la société devraient nous amener vers un consentement liberté. Parfait. C'était le but de ma question. Parfait. Justement, à propos de questions, je pense qu'on commence peut-être à avoir quelques questions, et comme ça on fera la transition après avec la 3e partie sur les stratégies pour changer le droit. Alors oui, en effet, il y a pas mal de questions qui apparaissent. Je vais peut-être les poser les unes après les autres. Je note. Est-ce que du coup, Catherine, tu réponds à la première et je passe à la seconde ensuite? C'est peut-être plus simple comme ça? Comme tu veux. Je pense. Deuxième option. Alors, il y a Violetta qui nous demande qui pourra dénoncer le code pénal français dans une instance internationale? Une victime ou une association qui a une certaine ancienneté. On espère toujours qu'on va avoir une procédure qui nous permettra de saisir la Cour européenne des droits de l'homme, qui est l'institution la plus proche pour nous. Idéalement, il aurait fallu que la Convention d'Istanbul, dont nous sommes signataires et que nous avons ratifié, soit dotée d'un organe de contrôle, mais malheureusement, les États se sont mis d'accord pour qu'il n'y ait pas d'organe de contrôle. Donc, on retombe sur la Cour européenne des droits de l'homme qui, ceci dit, est en train de bâtir une jurisprudence de plus en plus intéressante sur les violences à l'encontre des femmes,
depuis 2003, l'arrêt contre la Bulgarie qui impose aux États de mener des enquêtes effectives et d'avoir une législation surtout qui ne soit pas empreinte de stéréotypes. Et donc la France devrait complètement se sentir visée. A priori, pour l'instant, elle ne l'est pas, mais elle ne se sent pas visée, mais ça viendra puisque la Cour européenne des droits de l'homme continue dans 3-4 arrêts depuis 2003 à peaufiner, affiner ce qu'elle attend des États en termes de droit pénal de fond, c'est-à-dire de définition des infractions, notamment de viol, et puis de procédure pénale en termes d'enquête effective pour arriver à prouver les infractions sexuelles. Alors, par ailleurs, on peut aussi saisir, mais malheureusement, les procédures ne peuvent pas se cumuler, c'est l'une ou l'autre. On peut aussi saisir le comité CEDEF, donc le comité qui s'assure de l'application de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'encontre des femmes, qui donc comité qui peut être saisi par les victimes ou par des ONG pour dénoncer des violations de la Convention ou de ses recommandations. Et les recommandations du CEDEF sur les violences sont très intéressantes sur les sujets qui nous occupent. Et elle a déjà rendu d'ailleurs des observations dans un arrêt Karen Vertido contre les Philippines, où là aussi, je vous invite à lire ces observations qui sont en ligne sur le site du comité CEDEF, sont en fait un très bon mode d'emploi sur comment critiquer le sexisme du droit et de son application par les juges. Donc, on peut tout à fait le faire, il n'y a qu'à. La France, pour l'instant, n'a jamais saisi le comité CEDEF sur ces questions-là. Voilà, c'est un appel. Oui, faisons-le, faites-le. Merci beaucoup. Tu as évoqué tout à l'heure le droit pénal canadien. Aurélie Latourès nous demande comment le consentement est à l'inverse inscrit dans le droit au Canada. Alors, je vais faire un tout petit détour parce que c'est intéressant. Il s'agit de comprendre parce que si jamais il y a des juristes pénalistes, j'anticipe sur les réflexions de dire mais c'est pas vrai, le droit marche très bien. Alors j'anticipe d'autant plus que pour avoir eu des réunions avec des magistrates et magistrats, j'ai eu évidemment ces contestations-là de magistrats qui se fondaient sur des jurisprudences où effectivement il y avait des condamnations pour viol et où les violences, contraintes, menaces, surprises étaient avérées et donc aboutissaient à la condamnation des agresseurs. Mais quand on regarde les faits qui sont à l'origine de ces condamnations, et ça je les cite dans mon livre, on se dit mais heureusement que dans ce cas-là, il y a eu des condamnations. C'est-à-dire que oui, il y avait des violences avérées, où il y avait des dents qui tombaient, on était à moitié étranglé. Enfin oui, bon, donc là, violence physique était attestée, ok, on condamne. Si je continue sur les 3 autres modes opératoires, donc violence, menace, pareil, menace de rétorsion contre la famille, en disant de toute façon si tu cèdes pas, enfin si tu te laisses pas faire, en gros, je vais aller casser la gueule à ton petit frère, je sais qu'il est dans tel lycée, etc. Bon, voilà. Ou alors menace de diffuser sur le site, sur internet, des photos de nus qui ont pu être prises si on cède pas à des relations sexuelles, menace très claire, une forme de contrainte aussi, d'ailleurs ça peut être aussi la contrainte. La surprise, pareil. Alors, on a plein de jurisprudences de surprise quand la femme est endormie, quand elle est sous emprise médicamenteuse, sous emprise alcoolique ou de drogue, et donc elle n'est même pas en état de donner son consentement. Donc, heureusement, là, on va considérer qu'il y a surprise. Ou alors, quand elle va voir son médecin pour une rhinopharyngite et qu'on lui impose un toucher vaginal, là aussi, on peut considérer que son consentement est surpris. Donc là, vous comprenez l'esprit de là où je veux en venir, c'est que oui, bien sûr, il y a des condamnations qui sont fondées sur les violences contraintes de surprise, mais les faits qui sont à l'origine de ces condamnations sont en fait caricaturaux. Et donc, en fait, quand on regarde la jurisprudence qui aboutit à une condamnation, on a une physionomie du contentieux qui est un catalogue de viols ou d'agressions sexuelles
dont personne ne pourrait douter qu'il soit constitué. Le problème, c'est c'est avec les condamnations des viols dits simples, c'est-à-dire sans circonstances aggravantes, et puis qui sont le viol de tous les jours, en fait, du viol conjugal, du copain qui, même si sa compagne ne veut pas le faire, il le fait quand même, comme le disent un certain nombre de victimes. Mon mari, s'il n'est pas d'accord, on le fait quand même. Bon, c'est un viol conjugal qui est réprimé au passage depuis répréhensible depuis 1980. Depuis la loi du 23 décembre 1980, ce que beaucoup n'ont pas encore véritablement intégré. Donc voilà, pourquoi j'ai fait ce détour? Parce que le Canada avait à peu près les mêmes textes de loi que nous et la même jurisprudence que nous. Sauf qu'il y a eu une prise de conscience du mouvement féministe dans les années 90 qui ne s'est pas faite en France. Et il y a eu d'énormes campagnes, une mobilisation massive au Canada pour changer le droit et intégrer dans le droit criminel canadien, donc ça vise tout le Canada, pas seulement la région du Québec, où c'est une législation fédérale, pour intégrer donc dans le code criminel canadien une définition du consentement, ce qu'on a appelé consentement positif. Et en fait, ça a consisté en quoi? Ça a consisté en une définition du consentement dans le code criminel qui est défini comme l'accord volontaire donné par la personne à l'activité sexuelle. Et ensuite, donc ça c'est la définition générique, et ensuite il y a tout un tas de situations qui sont prévues dans une liste qui n'est pas exhaustive. Le code criminel le précise bien, dans lequel, quand bien même il y aurait un consentement allégué, il ne serait pas valable. Et là, on retrouve par exemple des situations qui sont l'équivalent de nos violences, contraintes, menaces, surprises. Évidemment, si un consentement a été donné, éventuellement donné ou allégué, de toute façon, ça ne tiendra pas s'il y a eu violence, contrainte, menace, surprise, s'il y a une relation d'autorité, si la personne était dans l'incapable de formuler son consentement au moment où ça s'est passé, s'il a été donné puis retiré. Enfin voilà, vous trouverez là aussi le Code criminel canadien en ligne avec, donc c'est l'article de mémoire 273.1 et 2 du Code criminel canadien, et où on voit que énormément de situations viciant le consentement éventuellement allégué ont été prévues, et cette liste n'est pas exhaustive. Et donc voilà comment le Code criminel canadien a été modifié. Donc depuis 1992, on a un recul qui est assez grand. On voit qu'il y a une très forte résistance, notamment des magistrats de première, ce qui serait l'équivalent de première instance et seconde instance, donc tribunal correctionnel et cour d'appel, ou éventuellement cour d'assises pour le système juridique français. Très forte résistance qui est liée à l'imprégnation des stéréotypes sexistes qui existent au Canada, comme en France évidemment, puisque c'est universel, et qui sont régulièrement corrigés par la Cour suprême du Canada, qui rappelle quelle était l'intention du législateur en adoptant la modification de 1992, et qui censure donc des décisions qui ne répondent pas aux objectifs initiaux du législateur. Et qui censure aussi, toutes les décisions qui sont empreintes de sexisme et d'une vision stéréotypée des relations hommes-femmes. Et là, du type, quand elle dit non, ça ne fait pas forcément dire non. Ça, il y a une jurisprudence très claire, la Ravenshook, qui dit quand une femme dit non, ça veut dire non. Et en plus, on a l'obligation de s'assurer du consentement, de l'accord volontaire donné par la personne. Et donc, on doit prendre des mesures raisonnables pour s'assurer du consentement de l'autre. Et si on n'a pas pris ces mesures, à ce moment-là, on ne peut pas invoquer que l'on a cru au consentement de l'autre. Ça aussi, c'est le deuxième volet très important du Code criminel canadien, c'est qu'il appartient à l'autre de prendre des mesures pour s'assurer que véritablement l'autre est consentant. Et donc, on va apprécier en fonction de tous les éléments du dossier, en fonction du contexte, s'il allègue le fait que si il a vraiment cru, c'est la croyance sincère mais erronée dans le consentement de l'autre, est-ce que véritablement, en fonction du contexte, il a pu légitimement croire que l'autre était d'accord? Très bien, c'est très clair, et ça fait partie donc des définitions, on va dire, positives du consentement que toi tu vas proposer à un moment donné et les passer en revue.
Mais avant de continuer là-dessus, et on a beaucoup d'autres questions, mais on les reposera ensuite tout à l'heure, hein. Je voudrais que tu reviennes un petit peu sur les stratégies possibles face au problème de violence, contrainte, menace et surprise qui ne permettent pas de bien définir le consentement. Il y a plusieurs stratégies possibles, tu expliques. Donc, élargir le champ d'exclusion du consentement par violence, contrainte, menace et surprise. Exclure la notion même de consentement de la définition du viol. Ou alors, il y a un troisième modèle qui est l'obligation de communiquer et ou de négocier la transaction, la relation à l'avance. Est-ce que tu peux nous Oui. expliquer un peu ces trois modèles et ensuite expliquer pour toi quoi toi tu choisis plutôt Les modèles canadiens ou suédois, enfin, tous les modèles qui maintenant se mettent en place. Alors le premier, en fait, c'est celui de Catherine McKinnon, qui dans son article, alors c'est un article, je crois qu'il est paru au Harvard Law Journal, mais je suis pas sûre. Maintenant, vous tapez Rape Redefined, le viol redéfini, et vous allez tomber dessus. Donc Catherine McKinnon, depuis très longtemps, et c'est venu par sa conceptualisation du harcèlement sexuel aux États-Unis, a une approche des violences par la discrimination, ce qui est un système juridique très différent du nôtre, puisque nous, c'est d'abord une atteinte à l'intégrité et à la liberté des personnes avant d'être une atteinte à l'égalité dans notre conceptualisation des violences. On voit que le harcèlement sexuel, par exemple, est entre les deux champs, puisque en droit pénal, c'est une atteinte à l'intégrité et en droit du travail, c'est une atteinte à l'égalité, notamment professionnelle. Ce que je trouve d'ailleurs très enrichissant. Et donc, Catherine McKinnon essaye de, j'allais dire faire rentrer, mais ce serait désobligeant pour elle. En tous les cas, son prisme d'analyse de toutes les formes de violence, c'est à travers le prisme de l'égalité et de la discrimination. Et donc, elle dit le consentement, et ça, je la rejoins complètement, c'est pas ce que les femmes font quand elles veulent avoir du sexe. Et c'est vrai, quand véritablement on est dans une relation réciproque de désir partagé, de relation amoureuse ou pas, dans tous les cas de désir sexuel, on ne consent pas à la relation. On est partante, on est joyeuse, on est tout ça. Donc quand on pose la question du consentement, c'est que déjà, il y a une interrogation sur son existence. Ce qui montre qu'on a déjà franchi une frontière. Quelqu'un, un homme ou une femme qui serait amené à se poser la question du consentement, c'est qu'il y a quelque chose, c'est que d'abord il est dans la réciprocité et qu'il y a quelque chose qui l'alerte sur le fait que l'autre n'a peut-être pas totalement envie d'être là ou de faire ce qu'on est en train de faire. Donc, quand elle dit le consentement, c'est pas ce que les femmes font quand elles veulent avoir du sexe, je suis parfaitement d'accord avec elle. Mais ceci dit, la suite de son raisonnement, c'est que du coup, c'est de dire, du coup, le consentement, c'est une notion qu'il ne faut pas employer, parce qu'en plus, de toute façon, compte tenu du système de domination patriarcale dans lequel les femmes et les hommes sont, une femme n'est jamais libre de véritablement consentir. Et donc, elle propose d'exclure la notion de consentement et de ne s'appuyer que sur le contexte pour voir si la relation sexuelle est un viol ou pas. Donc, schématiquement, mais je vous renvoie à la lecture de son article, c'est comme ça que Catherine McKinnon propose. Et donc, pour elle, c'est une analyse du contexte et de coercition dans lequel les femmes sont ou pas, qui va permettre de dire s'il y a ou pas un viol ou une agression sexuelle ou un harcèlement sexuel. Ensuite, il y a une autre femme qui a commencé, alors le nom m'échappe là, mais c'est la deuxième, tu vas m'aider Sandrine, qui a écrit un article en plus super intéressant sur, elle est partie notamment du viol conjugal en fait, en montrant qu'évidemment dans le viol conjugal, les femmes n'étaient absolument pas consentantes, mais qu'elles étaient présumées consentantes, et qu'il y avait cette idée que dans les relations conjugales, il y a consentement, et elle dit en fait, on ne devrait pas parler de consentement, on devrait vérifier s'il y a eu négociation pour s'assurer du libre choix véritablement de la personne qui dit que l'autre était d'accord. Donc, concept de négociation. Et puis le troisième, c'est Tania Palmer, qui est beaucoup plus récente, qui est une Anglaise, qui procède à une synthèse. D'ailleurs, elle s'appuie beaucoup sur... pardon.
sur la deuxième autrice, dont je ne me souviens pas du nom. Tu l'as retrouvée? Anderson? Oui, non, Michelle Anderson, c'est aussi une anglaise. C'est aussi une anglaise. Non, mais Peut-être juste avant. Pinault? Oui, Pinault, voilà, merci. Héloïse Pinault, c'est ça son prénom? Donc, la dernière, Tania Palmer, reprend le travail de Mackinnon, d'Héloïse Pinault, de Michelle Anderson, pour dire, en fait, c'est non seulement en négociation, mais l'autre terme que tu utilisais. Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, et c'est pour ça, ça me fait ma transition sur pourquoi moi j'ai retenu le modèle canadien, c'est que aucune ne s'intéresse au modèle canadien alors qu'elles vont assez loin dans la critique des systèmes juridiques, enfin surtout du système juridique, soit américain pour Eloise Winston et du système anglais pour Michelle Anderson et Tania Palmer. Mais bon, elles sont anglophones, elles ont accès au système de criminel canadien et elles ne le mentionnent pas, ce qui m'a beaucoup étonnée. Et Mackinnon le cite, mais ne fait que mentionner, oui, au Canada, il y a aussi ça, point barre, circuler, il n'y a rien à voir. Ce qui m'a aussi étonnée, parce que finalement, le modèle canadien, pour moi, répond justement à toutes ces critiques-là. C'est-à-dire que quand on nous propose une obligation de négocier, ça fait partie des mesures raisonnables que l'on doit prendre pour s'assurer de l'accord volontaire donné par l'autre. Et donc, pour moi, il n'y a pas d'antinomie entre toutes ces propositions qui sont très intéressantes par ailleurs, hein, mais qui sont pour moi plus intéressantes pour des modèles pédagogiques. Qu'est-ce que devrait être dans l'idéal, comment est-ce qu'on devrait éduquer les filles et les garçons à des relations sexuelles respectueuses pour l'un et pour l'autre, que juridiques. Je pense que le droit criminel canadien, d'abord parce qu'on a l'avantage de le voir en marche depuis 1992, dans tous les cas, pour moi, il répond absolument aux critiques qui sont faites par ces 4 autrices. Et je regrette qu'elle ne se soit pas prononcée sur ce droit et sur sa jurisprudence, qui est aussi très riche. Et le cas suédois est aussi très intéressant. Oui, alors la Suède est super intéressante. La Suède, c'est un des derniers pays. Il y a des pays qui sont en train de changer le droit, c'est je crois le Danemark. Je ne sais pas où ils en sont de leur procédure législative. Dans tous les cas, à ma connaissance, la Suède, en 2018, a adopté cette loi qui pose la nécessité de s'assurer d'un consentement positif avant d'initier une activité sexuelle et qui définit ce que c'est qu'un consentement positif dans sa loi. Et ce qui est très intéressant, c'est le choix qui a été fait par le gouvernement suédois pour aboutir à ce texte. C'est-à-dire que contrairement à ce qui se passe en France, par exemple, le gouvernement a mis en place une commission. Alors ça, on en met en place des commissions. Enfin, ça, c'est pas le souci. On est même très doué pour ça. Mais là, c'était une commission dans le but de tout de suite de modifier le droit suédois et d'inscrire une définition positive du consentement dans le droit suédois. Et c'était une commission qui était composée de parlementaires, de magistrats, d'avocats, de policiers, de tous les corps de métier qui ont à juger une affaire de violence sexuelle. Et ce sont des travaux qui ont duré 2 ans et qui ont permis de répondre à toutes les réticences qui pouvaient s'exprimer sur la mise en place d'une telle définition. Parmi les réticences les plus que l'on entend le plus souvent, et j'en parle, je crois, dans ma conclusion, c'est « Ah, mais alors, et la présomption d'innocence ?» Mais la présomption d'innocence, elle n'est en rien mise à mal, puisque c'est toujours au parquet de prouver qu'il y a eu, que l'agresseur n'a pas pris les mesures raisonnables. Donc la présomption d'innocence du mis en cause ou de la personne poursuivie d'une façon générale n'est pas atteinte du tout. Et donc ce texte a été voté et d'après, donc il y a eu une forme de bilan qui a été mené 2 ans plus tard. Et d'après un article du Monde, malheureusement, je ne lis pas le suédois, donc je ne suis pas en mesure de lire les rapports qui ont été publiés en Suède sur l'application de la loi. Mais d'après un article du Monde publié l'année dernière,
il y a une augmentation de 74% des dépôts de plainte de la part des femmes victimes de viol, ce qui montre bien que si les femmes ne déposent pas plainte, c'est aussi parce qu'elles se défient du droit et de son application par les juridictions, et que quand elles sont réconfortées dans la capacité du système judiciaire à entendre le viol et à entendre surtout que ce système judiciaire a fait un travail pour désexiser sa définition, les femmes se manifestent, ce que je trouve très intéressant. Et il y a aussi des témoignages dont la journaliste du Monde se fait l'écho, de magistrates qui disaient « je ne comprends même pas comment j'ai pu être contre cette définition au début, alors que c'est évidemment ce qu'il faut faire ». Et ça, je trouve que voilà, ce serait très intéressant qu'il y ait une délégation française qui aille en Suède pour approfondir dans le texte que son application, et je veux bien en faire partie. C'est le même processus qui s'était fait pour la loi sur la prostitution. Du coup, on va peut-être passer à… Et d'ailleurs, juste parce que c'est intéressant aussi, quand on leur demandait comment dans la commission s'ils s'étaient inspirés du droit étranger, ils ont dit oui, bien sûr. On a envoyé quelqu'un, enfin, on a envoyé une délégation au Canada pour voir comment ça se passait, et en Écosse, qui a aussi changé sa législation pour introduire une définition positive du consentement. Et donc, ça nous a beaucoup inspiré, de la même façon que ce sont des législations qui ont inspiré aussi les rédacteurs et rédactrices de la Convention d'Istanbul, qui, dans son article 36.2, pose aussi que le consentement doit être apprécié comme l'accord volontaire donné en fonction des circonstances environnantes. Voilà, mais ça reviendra peut-être sur le droit international européen après. Oui, on va peut-être passer à une petite série de questions. Stéphanie a fait une synthèse un peu des questions qu'on a reçues, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a plein, on les garde. Ouais. Oui, il y a beaucoup de questions. Je vais m'essayer à une petite synthèse. Pour moi, il y a 3 thématiques qui ressortent pour le moment, en tout cas 3 que j'ai réussi à identifier. La première, c'est la question de l'intégration du désir ou du consentement positif dans le droit pénal. Plusieurs questions à ce sujet. Qui s'y oppose en France? Comment c'est possible? Comment est-ce qu'on peut le mettre en place? Voilà pour la première question. Quelles en seraient les limites également? Est-ce que c'est introduit dans certains pays? Mais ça, tu as commencé à y répondre. Deuxième série de questions, c'est sur les applications sur le sujet prostitution. Donc, on a une question sur les syndicats des travailleurs en Belgique qui défendent la position réglementariste en partant de la protection sociale des travailleurs du sexe. Pour offrir un statut à ces professionnels, comment est-ce qu'on démonte cet argument? On a aussi à ce sujet-là, les Suédois qui veulent faire de l'achat d'actes sexuels un viol dans leur droit pénal aussi. Est-ce que cette piste pourrait aboutir en France, voire dans le droit international? Et puis la troisième série de questions, c'est sur les comparaisons entre les pays. Est-ce qu'on peut retrouver des outils un peu didactiques pour avoir les différentes définitions juridiques du viol dans les différents pays? Est-ce qu'on a des pays qui sont clairement en avance sur ces questions, notamment sur la question du consentement-liberté? Voilà, sur cette synthèse thématique. Et donc, on a encore 3 heures. Non. Sur désir et consentement positif. Alors, le désir, il y a des textes très intéressants de féministes qui sont sur des blogs qui disent en fait, c'est pas le désir, c'est pas le consentement qui compte, c'est le désir. Sauf que en droit, le désir c'est un peu trop immatériel, c'est compliqué. Et par ailleurs, pour avoir entendu un certain nombre d'agresseurs, je pense que c'est aussi une notion qui est dangereuse parce que beaucoup d'agresseurs sentent le désir de la femme en fait. Et ils le disent, toi tu le sais pas encore, mais en fait tu adoreras ça. Laisse-moi faire, tu sauras ce que c'est qu'un homme vrai. Moi je sens ton désir. Mais bon, pour 1000 raisons, tu veux pas me dire oui, mais moi je sais qu'en fait tu le veux. Non, tu le veux pas, tu le désires justement. Donc c'est une notion qui peut être utile pour de la prévention, notamment auprès des adolescents, tout ça, pour dire on ne peut pas avoir des relations sexuelles si on les désire pas, si élève dit fais pas oui à l'intérieur. Je suis complètement d'accord avec tout ça, mais c'est pas quelque chose qui est utilisable en droit, je pense.
Alors que le consentement peut l'être parce que d'abord on a une culture du consentement, notamment le consentement contractuel, les vices du consentement et tout ça, et que donc si on le définit d'une façon consentement-liberté, ça peut être de nature à protéger la liberté des femmes, justement ce dont il est question, puisque les violences sexuelles sont une atteinte à la liberté et à l'intégrité des personnes. Alors qui s'y oppose? Tous les pénalistes. Enfin, je pense que les juristes sont particulièrement conservateurs, les pénalistes, pardon, sont particulièrement conservateurs, particulièrement sur la question des violences sexuelles. Et donc, quand vous lisez les manuels de droit pénal, on se demande s'ils ont été écrits au 19e siècle ou au 21e siècle. Enfin, très souvent, il n'y a aucun écho sur les demandes actuelles, sur les critiques actuelles, sur les défaillances de la justice. C'est comme si tout allait bien, que c'était un problème uniquement théorique, il n'y avait aucune application du droit. Donc, c'est assez problématique. Donc, il faut s'attendre à une levée de bouclier. D'une certaine façon, vous regardez les déclarations de notre ministre de la Justice, M. Dupond-Moretti, actuel, dans les débats sur le consentement ou le non-consentement des mineurs, vous allez comprendre très bien quelle va être la nature des oppositions. Donc voilà, globalement, à part les juristes féministes pénalistes, tout le monde s'y opposera. Oui. Et malheureusement, on n'est pas assez nombreuses en juristes féministes pénalistes. Donc, on a besoin de votre soutien, très clairement. Après ça, sur deuxième point, sur la question du statut juridique des personnes en situation de prostitution, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur Carole Patman. À partir du moment où ce n'est pas un travail, donner un statut aux personnes prostituées, c'est entériner le fait que c'est un travail. Donc, il ne s'agit pas de donner un statut aux personnes prostituées, il s'agit de leur donner les moyens de sortir de la prostitution. Mais ça, je pense que le mouvement d'Uni est mieux placé que moi pour en parler. Voilà, on sait que les moyens, c'est quelque chose qui est prévu par la loi de 2016, mais que les moyens ne sont absolument pas au rendez-vous, que donc pour l'instant, on ne peut pas dire que l'on autorise ou qu'on accompagne véritablement les personnes prostituées à sortir de la prostitution, puisque ce qu'on veut, c'est bien justement mettre fin à cet asservissement-là, et non pas à organiser un asservissement. C'est normal que dans beaucoup de pays, des syndicats qui sont dans une approche de la prostitution comme un travail normal, défendre, donc, puisque c'est un travail normal, défendre des droits qu'ont tous les autres salariés. Mais précisément, nous ne sommes pas dans cette approche, nous sommes dans une approche où on veut voir disparaître cette réalité violente qu'est la prostitution, et de violence à l'encontre des personnes prostituées, et de responsabilisation et de pénalisation des clients. Et donc, il n'est pas question de leur donner des droits autres que celui de sortir de la prostitution. Moi, je serais même prête à ce qu'elles aient un salaire pendant un certain temps, le temps de se retourner et sortir de cet asservissement-là. Ensuite, sur la question, est-ce que le viol, le lien entre viol et prostitution, on a franchi un pas très intéressant avec la loi concernant la protection des mineurs contre les violences sexuelles qui est en cours de débat, donc actuellement devant le Parlement. Elle passe en seconde lecture devant le Sénat cette semaine, où on a posé que tout acte, lorsqu'un client a des relations sexuelles avec une mineure de 15 ans, c'est-à-dire de moins de 15 ans, c'est nécessairement un viol. Donc là, le lien est très clairement fait, mais malheureusement seulement pour les enfants de moins de 15 ans, c'est-à-dire qu'à partir de 15 ans, cette protection n'existe plus, et qu'on repasse sur le droit commun de relations sexuelles avec des mineurs de 18 ans punissable seulement de 3 ans, contre 20 ans pour le viol. Et puis ensuite, quand la personne prostituée est majeure, avec une insupportable contravention. Voilà. Donc, on voit que c'est possible. Alors là, on va le mettre sur la vulnérabilité particulière et la nécessité de protéger les mineurs, y compris contre eux-mêmes. Mais finalement, quand on se dit que ce qui pousse des mineurs a été obligé donc souvent des mineurs en situation de fugue ou sous
ou devant payer leur consommation de drogue, ou étant victimes d'inceste, enfin des enfants évidemment en situation d'hypervulnérabilité. Cette situation d'hypervulnérabilité, on la trouve aussi chez les adultes. Donc finalement, on pourrait aussi franchir le pas en disant et je n'équivaut pas la situation du mineur à la situation d'un majeur. Mais je pense que puisque c'est une immense vulnérabilité ou des immenses vulnérabilités qui conduit les personnes à la prostitution, on pourrait aussi considérer que donc, puisque il n'y a pas de consentement possible en situation d'immense vulnérabilité, c'est donc nécessairement un viol. Et à nous, pas si grand à faire puisque le droit pénal met déjà sur un même pied sur la prostitution les mineurs et les personnes vulnérables, bien que ce soit ignoré largement par nos parquets. Mais oui, absolument. Et du coup, allons voir comment les pays qui réfléchissent actuellement à cette mise en équivalence entre viol et prostitution. Donc, ça nous donne une deuxième raison d'aller en Suède, en fait. Aller analyser comment eux font et comment ils réfléchissent et à s'approprier en sachant que les choses qui nous paraissent impossibles aujourd'hui le seront demain. Et puis voilà, il faut s'y préparer de toute façon et être prête intellectuellement et juridiquement pour proposer des textes quand le moment sera opportun et quand nos parlementaires auront avancé aussi idéologiquement et intellectuellement sur ces questions-là. Alors, merci. Et il y avait un troisième point. Je pense qu'avant le troisième point, peut-être on pourra essayer un quatrième d'ailleurs. Voilà, d'y revenir après ou de fournir une réponse après, parce qu'il faudrait quand même qu'on puisse parler de l'actualité et justement de la question des mineurs. Et justement, du coup, moi, je pourrais faire la transition. Je me dis maintenant que tout ce débat qui a lieu en ce moment autour des mineurs, qui est très important, et on va essayer de comprendre ce qui se passe là avec cette loi qui à la fois, tout d'un coup, introduit la question de la prostitution comme un viol pour les mineurs de 15 ans, ce qui est extraordinaire finalement pour nous qui travaillons dessus depuis longtemps. Mais si en fait, en focalisant tout sur les mineurs, ça ne renvoie pas au calendrier grec la discussion que tu mets dans ton bouquin sur le consentement des majeurs et sur les violences sexuelles faites aux majeurs, sur la prostitution ou le viol, ou etc. Et oui, bien évidemment. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je pense que c'est une part de la stratégie. Il vaut mieux céder. C'est Jacques Chirac qui disait « Seule la réforme garantit la stabilité ». Donc, même si il est évident que la situation des mineurs appelait de façon urgente une réforme du droit. Ça, je suis la première à m'en réjouir. Mais laissons ça de côté pour l'instant, j'y reviendrai. Quand on regarde l'évolution du droit sur une plus longue perspective, et là je remonte au 19e siècle, on s'est rendu compte que la définition du viol a toujours été la même pour les majeurs comme pour les mineurs. Et d'ailleurs, c'est le cas en France aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est bien pour ça qu'on crée une nouvelle infraction de viol contre mineurs, c'est que pour l'instant, un mineur aussi doit prouver, pour qu'il y ait viol, qu'il y a eu recours à la violence, contrainte, menace ou surprise. Ce qu'on disait tout à l'heure à propos des personnes vulnérables. Et donc, si je reprends mon fil historique, c'est en 1832 que alors à l'époque, on ne les appelait pas des députés, on les appelait je ne sais pas comment, des membres de la Chambre des Pairs ou de l'autre chambre, enfin peu importe, je vais faire un anachronisme, on va les appeler des députés. On dit, mais attention, ce n'est pas normal, parce qu'il y a quand même toute une fange des victimes qui sont des victimes, des vraies victimes innocentes, la victime innocente, ce que n'est pas la femme adulte, qui mérite la protection du droit et qui n'arrive pas à prouver que le viol a eu lieu avec violence, qui était une condition de l'époque, enfin, qui nous vient de là d'ailleurs. Et donc, il a été créé un crime d'attentat à la pudeur sans violence. Ce qui fait qu'on avait le crime de viol, on avait le crime, alors qui était le coït illicite, coït, pénétration du sexe de l'homme dans le vagin de la femme, c'était le seul viol qui était reconnu. Illicite, c'était pas le mari contre sa femme, parce que ça c'était licite, ça s'appelle le devoir conjugal. Donc coït illicite, donc ça c'est le crime de viol. Ensuite on avait le crime d'attentat à la pudeur avec violence, c'était toutes les autres formes de violence sexuelle qui étaient autre chose que le coït illicite, donc par exemple le viol par sodomie, qui était aussi un crime, qui était réprimé donc en tant que crime. Et puis on a créé à côté le crime d'attentat à la pudeur sans violence.
en posant un seuil d'âge. Tiens, ça vous dit quelque chose, cette question de seuil d'âge, qui à l'époque était de 11 ans. Alors, il y a eu des parlementaires qui ont dit, mais 11 ans, c'est beaucoup trop jeune, il faut que ce soit plus tard, parce que 11 ans, on est encore un enfant, en fait, on est très jeune. Alors, en 1863, ce seuil d'âge est passé à 13 ans. Et quand on regarde les débats parlementaires, on se rend compte que c'est très proche des débats parlementaires qu'on a en 2021. C'est-à-dire que 13 ans, on va dire, à 13 ans, on est encore innocent, hein, c'est l'âge où on fait sa première communion et tout ça. Alors certes, aujourd'hui, on en a payé laïque, donc on ne parle plus de première communion. Mais donc, et puis le problème, c'est qu'après 13 ans, les jeunes filles commencent à concevoir leur pouvoir, sous-entendu leur pouvoir de séduction. Et que donc, on ne peut pas aller au-delà de 13 ans, parce qu'à ce moment-là, ces messieurs pourraient être la proie de fausses accusations de la part de jeunes séductrices. C'est ce qui est dit entre les lignes dans les débats parlementaires de cette époque. Bon, ce seuil passera à 15 ans en 1945 avec l'ordonnance concernant les mineurs. Et donc, on est dans ce seuil depuis lors. Mais ce qui est important de dire, c'est que finalement, en 1980, quand il y a eu la loi réprimant le viol, donc la loi du 23 décembre 80, alors le crime de viol est resté un crime de viol. Le crime d'attentat à la pudeur avec violence est devenu un délit d'attentat à la pudeur avec violence, contrainte, menace, surprise. Enfin, menace, c'est venu en 92, donc contrainte et surprise. Et les crimes d'attentat à la pudeur sans violence est devenu aujourd'hui l'atteinte sexuelle. C'est-à-dire que l'atteinte sexuelle, c'est ce délit qui permet de réprimer les violences sexuelles qu'un majeur commet contre un mineur quand on n'arrive pas à prouver qu'il y a violence, contrainte, menace ou surprise. Donc en fait, c'est une disqualification du viol en atteinte sexuelle quand on ne peut pas prouver qu'il y a eu violence, contrainte, menace, surprise, c'est-à-dire dans la plupart des cas en fait, concernant les mineurs. Donc on voit que finalement la correctionnalisation légale, le fait de faire passer un crime en un délit, c'est passé en 1980, puisqu'on avait avant un crime d'attentat à la pudeur sans violence, qui est devenu, après la loi de 80, un attentat à la pudeur sans violence, délit, et puis qui s'est appelé ensuite un délit d'atteinte sexuelle. Et donc, si je reprends ta question, finalement, on oppose les majeurs aux mineurs, oui, c'est un peu ça, parce que en protégeant les mineurs, en disant qu'il n'y a pas de consentement, la question du consentement ne devrait même pas être évoquée dans le cas de relations sexuelles ou d'activités sexuelles entre un majeur et un ou une mineure de moins de 15 ans, ce avec lequel je suis complètement d'accord, d'ailleurs je le demande dans mon bouquin, ça permet de ne pas interroger non plus, notamment pour les mineurs entre 15 et 18, le fait que mais personne n'a à être considéré comme présumé consentant en fait. Et le problème de la présomption de consentement qui est évacuée à juste titre pour les mineurs de 15 ans parce qu'effectivement ils ne relèvent pas d'une sexualité adulte, donc on n'a pas à interroger la question du consentement. En revanche, on doit la poser pour les 15-18 puisqu'ils ne sont pas protégés par cette loi et pour au-delà de 18 ans bien sûr. Et sauf que le législateur se garde bien de la poser parce qu'il ne veut surtout pas toucher aux définitions actuelles des violences sexuelles contre les personnes majeures qui, elles, sont toujours soupçonnées de fausses accusations, d'être des séductrices, bon, voilà. Et donc oui, historiquement, on a toujours opposé les majeurs aux mineurs. Les mineurs innocents ont le droit à la protection du droit. Les majeurs, seules certaines majeures ont le droit à la protection du droit si elles ont véritablement résisté, de façon à faire comprendre à l'agresseur que vraiment elle n'était pas d'accord. La Cour de cassation nous dit que quand même la résistance doit s'apprécier en fonction, que les circonstances doivent s'apprécier en fonction des capacités de résistance de la victime. Comprendre, si elle est vieille, ou si elle est handicapée mentale, ou si elle est en dépression profonde, elle n'a peut-être pas les capacités de résistance d'une femme jeune, en pleine possession de ses moyens, qui, elle, doit vraiment résister pour faire comprendre qu'elle n'est pas d'accord. Et donc, ça veut dire que, par exemple, une femme en état de sidération, tout simplement, ça va passer parce que, comme elle est en état de sidération, monsieur ne s'est pas rendu compte qu'elle n'était pas d'accord, puisqu'il y a une présomption de consentement et que seule la résistance permet de faire comprendre à l'autre qu'on n'est pas d'accord.
Oui, on oppose les majeurs aux mineurs et non, le législateur n'est pas prêt du tout à interroger la question de l'intégration d'un consentement positif dans le droit pénal actuel, en sachant qu'on a pourtant des obligations internationales et européennes qui nous y contraignent, puisque donc il y a la Convention CEDEF dont je parlais tout à l'heure et la Convention d'Istanbul dans son article 36.2 qui nous impose de modifier notre droit. Parce que pour l'instant, on est très loin d'une application correcte de la Convention d'Istanbul. D'accord. Alors, on va revenir du coup sur l'actualité. On comprend mieux les affirmations d'inceste consenti de certains ministres dans ton propos. Mais donc, en fait, voilà, est-ce que cette nouvelle loi, elle est annoncée comme posant un vrai seuil de non-consentement avant 15 ans, etc. Et puis, on entend pas mal de critiques depuis. Est-ce que tu peux faire le point? Est-ce que vraiment elle apporte... quels sont ses apports et qu'est-ce qui pose encore problème avec notamment cette histoire d'écart d'âge? Oui. Alors, l'apport, j'allais dire réel, mais non, parce qu'en fait, il est saboté par l'écart d'âge. L'apport, avant qu'il y ait l'amendement du gouvernement sur l'écart d'âge, on va le formuler comme ça, était un pas en avant fabuleux, gigantesque, attendu, réclamé par les associations féministes et de protection de l'enfance, qui est de poser un interdit légal d'activité sexuelle d'un majeur avec un mineur de moins de 15 ans. Point barre, interdit légal. Vous décidez, vous choisissez d'avoir un contact sexuel avec un mineur, vous êtes un violeur, vous êtes un agresseur sexuel selon qu'il y a ou non un acte de pénétration. C'était très clair. Là-dessus arrive M. Dupond-Moretti et son amendement posant un écart d'âge de 5 ans maximum, entre le majeur et le mineur. Cela au nom, comment qualifier? Au prétexte fallacieux de préserver les amours adolescentes. C'est-à-dire que M. Dupond-Moretti, pendant tout le débat parlementaire, s'est posé en chantre, en protecteur des amours adolescentes. Moi, je ne suis pas un censeur, je ne suis pas là pour faire de la morale, je protège les amours adolescentes. Si un jeune homme a des relations amoureuses, un jeune homme de 18 ans a des relations amoureuses avec une jeune fille de 13 ans, tout va bien, puisqu'il y a cet écart d'âge de 5 ans. Et on voit bien, enfin, il suffit d'avoir côtoyé des enfants un tout petit peu, même de loin, pour se rendre compte qu'un enfant de 13 ans ou une enfant de 13 ans qui est en 5e, 4e, est encore un enfant précisément, il commence à découvrir ce que c'est que la sexualité, qu'il est dans une maturité affective et tout ça qui n'est évidemment absolument pas celle d'un jeune adulte de 18 ans qui a passé le bac et qui continue des études. Donc, au prétexte de peut-être 3 ou 4 situations particulières où effectivement il y aurait une grande relation d'amour entre un enfant de 13 ou 14 ans et un jeune de 18 ou 19 ans, Monsieur Dupond-Moretti met ça comme une règle qui va s'imposer à tous les mineurs qui ne sont donc pas protégés quand ils ont entre 13 et 14 ans des violences sexuelles, de l'emprise, de la contrainte, de la domination de jeunes de 18 à 19 ans. J'ajoute qu'on est quand même dans un contexte où la pornographie est de plus en plus massivement consommée par les jeunes, ce qui brouille quand même un certain nombre de repères, notamment sur la normalité d'une sexualité violente, qui est quand même largement vendue par la prostitution, c'est son fonds de commerce. Et là, je vous renvoie aux actions d'Oser le féminisme, notamment sur tous ces sujets-là. Et que donc, on peut très facilement imaginer une jeune soit complètement séduite sous l'emprise d'un jeune hyper flatté d'avoir intéressé un grand qui est au lycée et qui lui fera faire à peu près tout ce qu'il veut, simplement parce qu'elle n'est pas en mesure ni de dire non, ni même de savoir ce à quoi elle consent, puisque c'est pas du tout
dans sa phase de développement comportemental et psychologique. Donc, c'est pour ça que je disais, ça détricote complètement l'avancée qui était promise d'un interdit légal clair. Ça obstrue complètement cet interdit, en sachant que par ailleurs, on sait que les violences contre les mineurs sont en train de se développer à grande vitesse, et que, par exemple, plus de 50% des condamnations pour viol prononcées aujourd'hui concernent des agresseurs mineurs. Donc, en fait, il faudrait complètement inverser le message en disant on ne touche pas aux mineurs de 15 ans, point barre, y compris pour les mineurs. Ça leur permettrait d'avoir une vertu pédagogique de la loi qui serait beaucoup plus efficace en disant ça. Et puis par ailleurs, donc là, ça veut dire qu'en créant cet écartage, on se retrouve à nouveau dans la situation d'une mineure ou d'un mineur qui sera obligé, pour prouver qu'il y a eu viol, de prouver qu'il y a eu violence, contrainte, menace, surprise, ce justement à quoi on voulait échapper. Donc ça, c'est le première c'est même pas un défaut, c'est une béance, c'est un scandale dont j'espère que le Sénat va nous débarrasser cette semaine. Ensuite, il y a pas mal d'autres points qui sont problématiques. Notamment, il y en a un qui concerne ce fameux délit d'atteinte sexuelle où, sur un amendement d'une députée, il a été rajouté que la notion de pression s'il n'y a pas l'écart d'âge, donc par le jeune qui doit exercer des pressions pour que l'atteinte sexuelle soit caractérisée. Or, précisément, on l'a vu, l'atteinte sexuelle, c'est ce qui permettait quand même de condamner des agresseurs sexuels, et quand bien même on n'arrivait pas qu'il y avait trouvé à prouver violence, contrainte, menace, surprise. Or là, parler de pression, c'est réintroduire une forme de violence, contrainte, menace, surprise. Donc c'est scandaleux aussi, ça ne doit pas passer. Bon, il y a plein d'autres sujets sur lesquels on pourrait revenir par rapport à cette loi, mais ce sont les deux principaux qui me paraissent vraiment... En fait, si ça reste... ce sera encore un coup d'épée de l'eau. On loupera encore une occasion, comme on l'a loupé en 2018, puisque ça fait quand même maintenant plus de 4 ans qu'on tourne autour de ces débats parlementaires-là. Il serait temps, une fois pour toutes, qu'il y ait un courage intellectuel et politique de poser cet interdit légal sans échappatoire possible. J'ajoute que là aussi beaucoup de pays l'ont fait et que donc on ne serait pas on ne serait pas condamné. Alors oui, si je reviens sur quelque chose, parce que dans les débats parlementaires, M. Moretti dit sans arrêt Dupond-Moretti, dit sans arrêt que si on ne pose pas cette proportionnalité-là, on sera condamné à coup sûr par le Conseil constitutionnel, et que donc c'est tout. Enfin, il fait un chantage à l'inconstitutionnalité du texte dans son entier. Ça ferait tout tomber parce qu'il n'y aurait pas ce principe de proportionnalité. Et alors là, je m'inscris absolument en faux contre ça. C'est une infox, c'est un hoax, je dirais même un mensonge d'invoquer ce principe de proportionnalité, parce qu'on a les États ont l'obligation de garantir la protection des mineurs. Et donc, la Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt de 2011, G contre UK, a dit très clairement, elle était saisie de cette question, que l'Angleterre, qui a posé un interdit légal très strict pour protéger les mineurs, a dit que l'Angleterre avait parfaitement le droit, compte tenu des enjeux de protection des mineurs, de poser cet interdit légal strict. Donc, on a même une jurisprudence de la CEDH, de la Cour européenne des droits de l'homme, qui nous protège, qui nous indique la voie à suivre. Oui, on a le droit, et j'ajoute que la Convention des droits de l'enfant et que la Convention d'Istanbul nous imposent de formuler très clairement ces interdits dans l'intérêt supérieur de la protection de l'enfant. Très bien, ben oui, effectivement, on en est encore loin peut-être, espérons que non. Est-ce qu'on aurait encore d'autres questions? Parce que le temps tourne, il est déjà 7h33.
Bah oui, bien sûr, il y a toujours des questions. On nous demande justement je vais rester sur la loi qui est en cours d'examen. Donc, Florence Imbert nous demande est-ce que pour les moins de 13 ans, on peut se satisfaire de cette loi? Est-ce qu'il n'y a pas encore des risques de correctionnalisation pour les moins de 13? On nous demande aussi, je pense que là, c'est la question des résistances. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ces résistances-là? On nous demande s'il y a des lobbies de pédocriminels dans les sphères de pouvoir ou est-ce que c'est de l'ignorance? Je pense qu'on peut ouvrir sur voilà, quelles sont les résistances majeures à ces changements qui, quand on t'écoute, Catherine, nous paraissent être du bon sens. Alors, le seuil est à 15 ans. Heureusement, il n'est pas à 13 ans. Normalement, à partir du moment où l'interdit légal est posé sans écart d'âge. Donc, moi, je considère que cette clause va fait disparaître. Référence à l'écart d'âge, justement. Ouais, d'accord. Alors, excuse-moi. Ça arrive aux 13 ans, du coup. Et du coup, je te salue, Florence, aussi. Je vois pas comment ça pourrait être correctionnalisé avec une loi qui est extrêmement claire posant un interdit légal. Alors, tu me diras, le viol, c'est aussi très clair, ça n'empêche pas les correctionnalisations. Mais donc, oui, il pourrait y avoir correctionnalisation si, par exemple, pour les viols, on omet l'acte de pénétration ou on considère, comme ce fut le cas avec la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 14 octobre 2020, que la pénétration n'était pas assez longue, profonde, significative, etc. Bon, ça, d'ailleurs, petite parenthèse que j'ouvre et que je vais refermer très vite, c'est un des intérêts de cette loi aussi, d'avoir intégré, grâce à des amendements de sénatrices, je crois, un émanant de Laurence Rossignol, d'avoir inscrit dans la définition du viol et de l'agression sexuelle les actes bucco-génicaux, ce qui nous permet donc de ne plus risquer des jurisprudences comme celle de la Cour de cassation, qui a été qualifiée de malheureuse dans le débat parlementaire et qui peut être qualifiée de scandaleuse. Bon. Je referme la parenthèse sur les actes bucco-génitaux, qui font donc désormais partie de la loi. Dans tous les cas, on aura davantage d'arguments pour contester une éventuelle tentative de correctionnalisation, avec plein de guillemets, puisqu'on sait que quand un juge d'instruction a décidé de correctionnaliser une procédure, c'est très difficile d'y résister. Parce que souvent il le pose comme de toute façon c'est ça ou une ordonnance de non-lieu, donc entre rien ou un renvoi quand même devant le tribunal correctionnel pour agression sexuelle ou pour atteinte sexuelle, je vais prendre le renvoi. Donc ce qui n'est pas un choix librement consenti. Ça aussi, je m'inscris en faux contre ce que disait M. Dupond-Moretti dans le débat parlementaire sur la correctionnalisation en disant que ça se faisait toujours avec l'accord de la victime. C'est évidemment totalement faux. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer cette résistance? Alors, peut-être des lobbies pédocriminels. Moi, c'est pas mon hypothèse principale. Je pense que c'est le machisme de base, c'est la conviction qu'ont les agresseurs et un certain nombre d'hommes que c'est normal d'avoir accès au corps des femmes, bien sûr, et si elles sont fraîches en plus, c'est-à-dire que si ce sont des toutes jeunes filles, c'est pas inintéressant. Donc c'est plus cette certitude qu'il doit y avoir un droit d'accès garanti par le droit, ce qui est un peu le cas en ce moment. Enfin, sauf les cas donc, où on arrive à prouver violence contrainte, menace surprise, la chasse est ouverte quand même, il ne risque pas grand-chose. Donc c'est la garantie de l'impunité qui fait que beaucoup d'hommes sont convaincus d'en avoir le droit. Et d'ailleurs, des agresseurs peuvent le dire à l'audience quand ils disent, je sais pas, quand un président, je me souviens, avait demandé à un employeur agresseur de ses salariés en disant, mais enfin, comme monsieur, pourquoi est-ce que vous faites ça? Mais vous vous rendez pas compte, monsieur le président, j'ai un boulot hyper stressant, j'ai quand même le droit de me déstresser. Et le droit de se déstresser, c'était d'agresser sexuellement ses salariés. Et il était convaincu qu'il avait le droit, mais ça veut dire, c'est fort quand on le prend littéralement. Penser qu'on a le droit d'imposer ces agissements-là. Et je pense que historiquement, le patriarcat, c'était la possession des femmes et des enfants. Donc, ça s'applique aussi aux mineurs où, de toute façon, ils diront rien. De toute façon, c'est pas grave.
grave. Et donc, oui, j'ai le droit aussi c'est mon fils, c'est ma fille, j'ai le droit de le faire. Même s'ils savent que c'est interdit par le droit pénal, mais qu'ils savent aussi que de toute façon, ils ne sont pas pris. Donc, ils exercent leur droit avec un grand sentiment d'impunité. Et c'est ce qui fait que je pense qu'il y a tant d'agresseurs. J'imagine que si la réponse pénale était plus forte, plus réelle, plus déterminée, beaucoup d'agresseurs n'agresseraient pas. Et d'ailleurs, il y a eu des études pour ça, où il y avait un sondage, notamment auprès d'étudiants sur des campus universitaires. Quelle est la principale raison qui vous ferait cesser d'agresser? C'était la certitude d'être pris. Ben oui, mais sauf qu'on est dans des États, dans des systèmes judiciaires où la certitude d'être pris, elle est absente. C'est l'inverse. C'est la certitude d'être impuni qui prédomine. Oui, c'est très, très intéressant. Je pense qu'on peut entamer la conclusion par là. Si la réponse pénale était là, il y aurait beaucoup moins d'agresseurs. Et alors, il y a la réponse pénale qui est l'objet de ton livre que je conseille vraiment à tout le monde de lire, donc Les pièges du consentement aux éditions X. Et dans ta conclusion, voilà, dans ta conclusion, tu ouvres, et j'ai trouvé que c'était très important, tu n'oublies pas de parler de tout ce qu'il faut faire en plus de la réponse pénale, que tu as évoqué plusieurs fois là, pendant ton intervention, c'est l'éducation, la prévention, etc. Et donc, je trouve que c'est très important aussi que ce soit dit. Voilà. Le changement des mentalités, comme on dit. Oui, c'est un peu la tarte à la crème, notamment des pénalistes qui disent d'ailleurs, mais la loi ne peut pas tout, il faut prévenir, il faut éduquer, comme si on se tournait les pouces et qu'on ne passait pas notre temps à éduquer aussi. Enfin bon, comme si ce n'était pas une évidence pour toutes celles et ceux qui travaillent sur la question des violences. Donc oui, il faut éduquer. Ceci dit, je trouve ça difficile d'éduquer quand on a une loi qui ne remplit pas sa fonction pédagogique. C'est pour ça que je commence par le droit. Commençons par poser des interdits qui sont clairs, explicites, et ça permettra déjà de faire des actions de prévention auprès notamment des jeunes, mais pas seulement, qui seront facilitées, parce que intervenir en établissement scolaire en disant la loi ne vous interdit pas des relations sexuelles avec quelqu'un qui n'y consent pas, la loi vous interdit simplement de ne pas recourir à des violences, contraintes, menaces ou surprises. C'est pas du tout pareil que de dire la loi vous interdit d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un dont vous n'avez pas recueilli le consentement libre, explicite, déterminé, en cours, à tous les gestes. Enfin, non, parce qu'on n'a pas dans la précision de ce qu'est le consentement, c'est évidemment un consentement qui est donné à une personne, qui ne peut pas être anticipé. Je ne peux pas donner mon consentement, puis avoir une strangulation soi-disant érotique et me voir imposer plein de gestes auxquels j'aurais consenti en amont. Ça ne marche pas non plus. On consent à certaines choses et pas à d'autres. On ne consent pas un jour et pas le lendemain. On consent, oui, à une personne et pas à une autre. Hein. Ce n'est pas parce que je dis oui à un petit copain que je dis oui à son copain. Enfin bon, toutes ces formes de consentement qui doivent être précisées dans la loi et qui sont très importantes pour que ce consentement soit valide. Et donc, donc voilà, la loi centrale comme action d'éducation et de prévention, bien sûr. Et ensuite, appliquons le droit aussi, puisque depuis 2001, on demande aux établissements scolaires d'animer des sessions de 3 heures tous les ans pour chaque niveau depuis le primaire. Or, à chaque fois que je demande, c'est en général la session de 3 heures, elle a lieu en 3e quand le programme de SVT est sur la reproduction. Et au passage, on pose les MST et vaguement la question du consentement. Et quand on a des profs impliqués, évidemment, c'est plus souvent, mais quand on n'a pas des profs impliqués, ça n'est que ça. Donc, le droit, depuis 2001, n'est pas respecté. Il y a eu un rapport du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes qui est très explicite là-dessus, qui a fait une enquête sur l'application de cette loi, et on voit que, alors j'ai oublié les chiffres, mais je les cite dans mon livre, c'est ridicule le nombre d'élèves qui sont formés à ces sujets-là. Or, en fait, je parlais d'urgence tout à l'heure en raison de la pornographie, mais il faut bien se rendre compte que c'est une réelle urgence. C'est-à-dire que là,
on a des jeunes qui sont en train de s'éduquer toutes seules à la normalité de la violence dans les relations sexuelles. Donc, il faut de toute urgence déconstruire ça, parler de la pornographie, dire à quel point elle est dangereuse pour les jeunes qui la regardent déjà en termes d'impact psychotraumatique, et évidemment pour ce que ça entraîne de vision complètement erronée d'une sexualité librement épanouie pour les jeunes, et enfin filles ou garçons d'ailleurs. Donc il y a urgence à agir, et pour l'instant c'est peu de dire que c'est comme si c'était absolument pas un sujet. Voilà. Donc voilà, commençons par appliquer le droit, changeons le droit, appliquons le droit qui existe déjà en termes pour ce qui concerne les actions de prévention. Et puis, quand des violences sexuelles sont dénoncées au sein des établissements scolaires entre mineurs, prenons la chose sérieusement, c'est-à-dire évidemment un conseil de discipline, mais permettons aussi aux victimes de ne plus poursuivre leur scolarité avec l'agresseur, c'est-à-dire changeons l'agresseur d'établissement scolaire. Je pense que c'est le minimum qu'on doive à la personne victime, qu'elle puisse poursuivre sa scolarité dans de bonnes conditions. Et puis prévenons l'établissement scolaire qu'il aura un travail à mener particulier avec le jeune qui arrive, de façon à s'assurer qu'il ne va pas réitérer ses propos ou gestes agressifs. Je pense que là aussi, on a des établissements scolaires qui sont pas du tout assez outillés pour traiter des violences sexuelles en termes de signalement, en termes de traitement par rapport à la communauté scolaire, c'est-à-dire que il devrait y avoir à chaque fois qu'il y a une violence sexuelle qui est dénoncée, dont les jeunes ont parfaitement connaissance, des réunions avec les jeunes pour leur faire comprendre pourquoi ce qui s'est passé c'est grave, c'était pas une blague, c'était pas pour déconner, c'était pas quelque chose qui a dérapé, c'était voilà, nommer les choses pour ce qu'elles sont, des agressions sexuelles, des violences sexuelles, du harcèlement, enfin bon. Mais dans tous les cas, faire un réel travail de prévention et d'éducation auprès des jeunes, puisqu'ils y sont exposés, et que très souvent, la communauté scolaire gère très mal ces situations-là. Très bien. Ben, merci beaucoup, Catherine. On encourage encore une fois à acheter ton livre. On a vu dans le chat qu'il y en a qui l'ont déjà fait pendant la conférence. On a eu encore pas mal de questions. On ne peut pas totalement répondre à tout, mais il y a beaucoup de demandes de savoir ce qu'on peut faire pour la suite. Alors, il y a plein de choses. Il y a Oser le féminisme qui propose d'écrire aux sénatrices et sénateurs pour essayer de leur indiquer ce qu'il faut ne surtout pas faire au passage de la loi. Il y a la possibilité de s'engager dans plein d'associations, dont le mouvement du Nid, mais voilà, il y en a déjà beaucoup qui y sont, mais bien sûr toutes les associations féministes, etc. Et voilà, et je dirais donc, on a bien retenu le droit en premier est indispensable à changer, et encore avant le droit, il faut qu'on aille en Suède. Par exemple. Et alors, je voudrais juste répondre à une question, parce que je pense que ça doit être une personne qui est étudiante qui demandait mais où est-ce qu'on trouve les infos sur la comparaison entre les pays et tout ça. Donc c'est un petit truc technique mais qui est important quand même. Servez-vous de tous les rapports qui sont remis par les pays aux institutions internationales, donc le CEDEF et le Grevio par exemple. Et puis ensuite, maintenant, il y a pas mal d'ONG qui font des sites dédiés. Par exemple, sur le consentement, il y en a un qui s'appelle Consent, je crois, et qui a une fiche par pays en montrant quelle est la législation applicable dans ce pays-là, avec les seuils d'âge et tout ça. Donc, c'est assez intéressant. Ouais, il y a beaucoup de ressources, évidemment, mais en ligne, je veux dire, mais les ressources qui sont contenues dans les rapports remis par les États et les contre-rapports rédigés par les ONG sont très précieux. Ils sont sur le site de ces ONG-là. Après ça, sur les actions engagement, là je te rejoins complètement. Rejoignez les associations. Elles ont toujours besoin de main-d'œuvre, enfin de personnes impliquées, enthousiastes, qui apportent de l'énergie dans les associations et qui prennent le relais un peu. Et en plus, j'ajouterais que les associations, c'est là où on apprend le plus de choses, le milieu associatif, et où on se marre le plus aussi, c'est important de le dire, parce qu'on a toujours cette idée qu'on est des empêcheuses de tourner en rond,
ou des peines à jouir, comme diraient certains. C'est loin d'être le cas. C'est même tout l'inverse. Et puis pour l'urgence de demain et de jeudi de ce vote de la loi et de l'impératif de supprimer ces amendements gouvernementaux et de l'Assemblée nationale que l'on a critiqués, sur le site d'OLF, il y a le moyen d'écrire à son sénateur ou à sa sénatrice dont on dépend, donc faites-le. Et j'ajoute que j'ai travaillé un texte avec Laure Ignace qui va être mis en place sur mon blog Mediapart. Normalement, on espère ce soir ou au plus tard demain matin. Et donc, vous pourrez pomper largement des arguments pour les mettre dans votre mail à votre sénateur et votre sénatrice. Et mon blog, c'est mon nom, Catherine Maguerès, sur Mediapart. Voilà, vous tapez ça sur Internet, vous tombez dessus. Mais dans tous les cas, mobilisons-nous. Là, il faut impérativement que ces amendements ne passent pas. C'est juste pas possible. Sinon, il va falloir penser à une action très sévère pour obtenir le retrait de cet écartage. Peut-être en commission mixte paritaire, mais dans tous les cas, là, il faut... je ne sais pas ce qu'il faudra faire, mais il faudra le faire. Voilà. Bon, merci infiniment, Catherine. C'était passionnant et on aurait pu effectivement encore continuer pendant très longtemps. Désolée pour ne pas avoir pu prendre ou répondre à toutes les questions, mais on espère que ce rendez-vous, on pourra le refaire sous cette forme de webinaire pour le Mouvement d'Uni à d'autres occasions. Et donc, merci à toutes et tous pour avoir participé et pour avoir suivi attentivement. Merci le Mouvement d'Uni d'avoir organisé. Merci à toi, beaucoup, Sandrine. Catherine. Merci.